Balancez vos ondes positives. Positives. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est BVOP, balancez vos ondes positives, bonjour la tribu. Oh là là, on est 46 dans le studio, on est 46, on en a perdu 3 là à l'instant. Vous allez bien ? Est-ce que vous allez bien ? Excellemment. Alors, on se fait un petit tour de météo interne. Alors, vous commencez par qui ? Qui veut aller en mode popcorn ? Non, on va pas aller en mode popcorn parce qu'on va s'y perdre. Vince, comment tu vas ? Mais écoute, je vais très très bien. Vraiment, ça me fait plaisir de voir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là. On a super bien chanté avant le début de cette émission, vous le précisez quand même. Ça permet d'aligner à tous nos chakras, nos énergies, nos anus, la totale. Et non, mais c'est un centre névralgique très important. Et vraiment, ça fait du bien. Ma météo est à la gratitude. Merci, parce qu'à chaque fois, c'est un shoot de bonheur d'être avec vous. Merci, Vince. On peut l'applaudir, parce que c'est très beau. Il a fait une chronique tout seul. Virginie. Kiwi. Voilà un peu la chanson qu'on a lancée. Donc ça va super bien, bonne énergie, plaisir de vous voir. Bref, c'est bon. Merci Virginie. C'est bon Édouard pour le Mandron. moral. Lumineux. Merci Édouard. Caro. Moi je suis mango. Isa. Excitée comme une petite pupusse. Stéphanie. Ben oui, moi j'étais un peu flagada en arrivant, mais là, ça se passe bien. Romain. Pareil, énergisé, caféiné, c'est bon de vous voir. Merci Nat. Ah ben je dois faire le trio. Hein. Ananas, banane, ananas. Magnifique. Emna. Moi je me sens très fêtarde. Pétarde. Et puis Valérie. Et moi, je me sens chaud patate pour le barbecue de cette fois-ci. Ouais. Écoutez, magnifique. Merci beaucoup. Alors, nous allons nous retrouver. C'est l'avant-dernière émission de la saison. Non. Si. Quoique, il y a une petite surprise pour la dernière. On en reparlera pour la dernière. Ce n'est qu'un autre. Balancez vos ondes positives. Nous allons donc entamer BVOP aujourd'hui avec 3 chroniques. Et nous allons commencer par Isa. Isa, d'abord, dis-nous de quoi vas-tu parler avant de l'entamer, ta chronique. Écoutez, les amis, chers auditeurs, chères tribus, moi j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivie un instant et je vais vous inviter à faire de même. Voilà. Merci. J'ai suivi un instant. T'as compris. On a juste préparé l'émission pendant 3 heures avant de se voir et Vince vient le comprendre. Donc, Il faut du temps, excusez-moi, j'ai pas le même rêve. Steph. Oui, moi je me demande en fait comment faire pour envisager la vieillesse comme un parcours de vie plutôt que comme une date de péremption. Joli, merci. Ce sera pour tout à l'heure. Et puis Vince, dans notre première partie. Certains résisteront, préparez votre psychiatre. On en dénombre précisément 34. Voilà, je laisse le planer le mystère. Moi je conçois 46. Exactement. Je laisse planer volontairement le mystère. Soyez branchés pour savoir de quoi il en retourne. Merci Vince. Alors, Isa, tu as donc décidé de trouver ton étoile. Et tu nous proposes aujourd'hui, je trouve pas mon papier, c'est formidable. Pas du tout ça. Alors, je vais le faire, maintenant, j'ai trouvé. La nuit peut être source d'inspiration. Isa, aujourd'hui, tu as envie d'inviter les auditeurs, la tribu, à convoquer leur propre étoile. Et je suis curieux, Isa, de savoir comment on convoque son étoile. Alors, Isa, la parole est à toi. Merci Marc. Chers amis, chers auditeurs, chères tribus, on dit que l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. Moi, je vous dis que c'est faux. J'ai pas l'impression d'avoir perdu ma vie, alors que, croyez-moi, je ne suis pas du matin. La société a décidé qu'à 8 heures, il fallait que la journée ait commencé. Tant pis pour les lève-tard, c'est comme ça a été défini. On dit aussi que la nuit porte conseil. Moi, quand elle tombe, je m'émerveille. Je regarde par la fenêtre et c'est comme si tout devenait possible. Ces petits diamants du ciel que l'on voit uniquement à la tombée de la nuit, je les collectionne. Et croyez-moi, j'en ai des étoiles plein les yeux. On dit que la nuit, tous les stylos sont pris. Les miens ondulent sur un bout de papier et se mettent à créer. C'est d'ailleurs comme ça que New Smile, le média que j'ai lancé, a pointé le bout de son nez.
Pour moi, c'était une évidence, un média orienté solution et positif, un peu comme BVOP d'ailleurs. C'est ce qu'il me fallait pour ne pas brûler vive dans ce monde où j'étais un peu trop naïve. J'avais enfin ma bouffée d'oxygène. Mais parfois, ça gêne. Un jour, j'ai lu un commentaire sur une de mes vidéos. C'est pas en créant un média positif et en partageant des capsules vidéo qui, soi-disant, se veulent être inspirantes, que l'on va arriver à changer le monde. Il y a tellement d'injustices à traiter. Oui. Mettez cela plutôt en lumière. Sur le coup, je me suis dit, c'est vrai, notre société est remplie de challenges, de difficultés. Mais pour moi, on en parle déjà assez. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre en reprenant ces paroles de la chanson d'Yves Duteuil. Je n'ai pas l'ombre d'un pouvoir, mais j'ai le cœur rempli d'espoir. Yes. J'ai espoir qu'à travers chaque graine semée, une fleur émerge. J'ai espoir que cette fleur puisse, de près ou de loin, réchauffer un cœur. Car comme dit ma tante Sophie, dans le cœur de chaque homme vit un rossignol et c'est tout un art de le faire chanter. Alors j'ai espoir qu'à travers chaque geste à intention positive, cela puisse réveiller un rossignol endormi. Car mes amis, si vous saviez la beauté de ce monde face B, cet instant où le soleil s'éclipse pour laisser place au crépuscule, ce moment où le jour fait ses valises pour laisser la nuit s'installer. C'est dans cette pénombre que je me suis mise à observer ces lucioles célestes et me suis laissée guider par l'une d'entre elles. J'ai pas fait de plan sur la comète, j'ai simplement décidé de prendre une direction que je trouvais plutôt chouette. J'ai trouvé mon étoile et je l'ai suivie un instant. Je vous invite dès à présent à convoquer la vôtre. C'était ça la question à la base. Vous allez me dire, ok Isa, mais concrètement, comment est-ce qu'on convoque une étoile ? Vaste question, mes amis. Saint-Exupéry nous y aide et merci Val de me l'avoir soufflé celle-là. Les étoiles sont éclairées pour que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Et moi, je vous invite, lorsque les lumières extérieures se mettent en veille, à explorer celle-là intérieure. Ces étincelles qui illuminent vos yeux lorsque vous tombez amoureux ou lorsque vous menez un projet qui vous inspire. Ce petit feu qui crépite au fond de vous, ces braises qui jamais ne vous déplaisent. Ces éclairages-là sont précieux. Alors, lorsque les cieux sont ternes, je vous invite à faire appel à votre citerne interne, ce réservoir d'idées, de pensées, de rêves. Car pour moi, chers auditeurs, chères tribus, l'avenir appartient aux gens qui rêvent trop. Et la nuit, c'est aussi cet espace pour que nos rêves prennent place. Imaginer et dessiner son propre chemin. Je vous l'accorde, c'est pas toujours facile de connaître le bon itinéraire. Mais comme disait Oscar Wilde, autant viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Dans les étoiles, exactement. Et c'était pas ça l'objectif au final, trouver sa bonne étoile. Et vous, chères tribus, chers auditeurs, quelles étoiles brillent au fond de chez vous ? Merci Isa, merci beaucoup. Oh, réaction. Quelqu'un veut dire quelque chose ou il n'y a rien à dire après ça ? Je t'adore. C'est trop chouette, c'est vraiment chouette. Val. Je reviens sur l'histoire de la nuit noire, parce qu'il faut une nuit noire pour voir les étoiles, et donc accueillir ce qu'on vit parfois à l'intérieur de douloureux, difficiles, et de se dire que là derrière, il y a une once de lumière. Ça peut être vachement intéressant en fait. Merci du rappel. Merci Valou. Merci beaucoup. Merci Isa. Stéphanie, et si Oui. on tentait de voir la vieillesse comme un processus et plus comme une date de péremption, c'est ce que tu proposes là maintenant, en pointant quelques projets anglais solutions. Oui, et c'est parti de plusieurs choses en fait. L'autre jour, avec une amie, on s'est amusé à transformer nos visages en photos avec FaceApp. Vous voyez, cette application qui vous vieillit, vous rajeunit, vous donne un visage d'homme ou de femme, vous crée une frange ou une barbe. Bref, je me suis vue à 75 ans. C'est très rigolo, mais c'est aussi super saisissant de toucher de si près la marque du temps. Et puis l'autre jour aussi, je parlais avec ma maman, plus de 4 fois 20 ans, et toujours super active. Elle revenait d'avoir été rendre visite à une amie dont la santé se dégrade fortement et qui vit depuis peu dans une résidence pour personnes âgées. Elle revient de là en me disant « Oh, quand même, c'est difficile de voir tous ces gens, parfois plus jeunes que moi, qui sont vraiment... Je ne sais pas si je vais supporter ça. » Gloops. Inconfort et sentiment d'impuissance chez moi. C'est difficile de penser la vieillesse, de penser à la fin sans vouloir la précipiter, s'organiser pour un mieux. Sur papier, je dis oui sans hésiter, mais à ce moment-là, avec ma maman, mis à part écouter son inquiétude, je n'ai pas le cœur d'entrer au cœur du sujet avec elle.
Bref, j'ai arboré mes plus belles œillères en me disant intérieurement « on verra plus tard, quand la question se posera », feignant n'avoir pas conscience qu'en fait elle se posait déjà. Pourquoi est-ce si difficile ? Aussi, je me suis souvenue d'une chronique radio que j'avais faite il y a quelques années sur l'importance du lien intergénérationnel pour la cohésion sociale, sur l'isolement des personnes âgées, et vous vous souvenez, pendant le Covid, cet isolement, on l'a bien vu, sur le vieillissement de la population et ses conséquences que les sociologues annoncent pourtant depuis des lustres. Et puis ce paradoxe énervant. On fait tout pour prolonger l'espérance de vie. Rendez-vous compte, en 1900, on pouvait espérer vivre jusqu'à 47 ans. Et maintenant qu'on vit plus longtemps, qu'on travaille plus longtemps, le nombre de seniors inactifs est perçu comme une charge qui pèse sur les autres générations et sur les caisses de l'État. Oui, allez, je vous l'accorde, c'est vrai, dans ce contexte où le départ à la retraite peut être vécu comme un couperet, heureusement, quand on a encore entre 60 et 80 ans, on peut encore être vu comme un vieux actif ou une vieille épanouie qui contribue au système. Grâce à la garde des petits-enfants pour permettre aux vrais actifs de travailler, #merci maman, grâce aux pépettes que l'on donne ou que l'on prête aux enfants pour qu'ils puissent investir dans l'immobilier, #brique dans le ventre, grâce au bénévolat qu'on fait pour prendre soin des autres, #Société du Caire. Mais après 80 ans, mon Dieu, que sommes-nous encore ? Je suis retombée sur un rapport de l'association Courant d'âge, devenue aujourd'hui Entre âges, au sujet notamment de l'injonction au vieillissement actif. Il travaille à déconstruire durablement les représentations que l'on se fait des âges grâce au concept d'arc de vie. Plutôt que de parler de génération active ou inactive, ce qui insinue qu'on ait une sorte de date de péremption, l'arc de vie considère l'existence comme un continuum, au sein duquel chaque âge se rattache aux autres et où chaque étape est intégrée dans un même cycle de vie. En fait, c'est évident, la vieillesse n'a de sens que si on est passé par la jeunesse et l'âge adulte. Ça paraît simpliste, mais ça permet de décloisonner les âges et de considérer l'individu pour ce qu'il est et pour ses singularités. Parce qu'en fin de compte, vieillir, c'est un truc qui commence dès la naissance. Pas besoin de rides sur le front, de cheveux gris ou d'une voix de garage au boulot pour s'en rendre compte. On vieillit à tout âge. Et la vieillesse n'est pas quelque chose qui devrait nous être étranger. Mais du coup, j'ai eu envie de me connecter à des projets solutions quand même, qui offrent des chemins de traverse à nos représentations. Avec l'association Passage, qui l'a bien comprise, elle, cette notion d'arc de vie. Il s'agit d'une maison de naissance et de mourance au sein d'un habitat groupé intergénérationnel. L'idée simple et ingénieuse est de faire se côtoyer la vie et la mort au quotidien, une maternité et des soins palliatifs. Je vous invite à aller voir leur site passe-ages.be. L'intergénération et la solidarité, ce sont les valeurs clés de l'association Bras dessus, bras dessous à Bruxelles et puis depuis peu dans le Brabant wallon aussi. Cet autre projet solution crée un maillage d'entraide entre voisins pour veiller à sortir les personnes âgées de l'isolement et leur faciliter un vieillissement harmonieux chez elles. Et le succès, il est là. Un rapport d'impact évalue, entre autres, que le bien-être mental s'est amélioré pour 76% des participants et des participantes, le bien-être physique pour 62%, et pour 59%, c'est la vision et l'appréhension du monde qui est plus positive qu'avant. Cette année, cette association héberge un chouette projet, Radio Mouette, une radio faite par et pour les aînés à Bruxelles, qui veut leur redonner une voix et briser la solitude des plus isolés. Donc je vous propose d'aller voir leur site de nouveau, bradssus.be et la page Facebook Radio Mouette. Et enfin, je voudrais pointer un dernier projet coopératif qui se développe à Fosse-la-Ville, entre Namur et Charleroi. Ce sont les maisons partagées du nouveau chapitre. En fait, c'est un grand habitat groupé qui accueille tout le monde, notamment les personnes qui ont un vieillissement cognitif difficile, au niveau de l'orientation, de la mémoire, du langage, ou qui ont des besoins d'accompagnement. Et en fait, la maison est aussi un lieu de ressourcement qui propose chaque semaine des journées consacrées à ces personnes aux besoins spécifiques. Donc, il y a encore des places dans cet habitat groupé. Informez-vous sur maisonpartagée.be au pluriel. Voilà, il y a des solutions. La vie est longue et dire que si on était en 1900, je serais déjà presque mourante. Et oui, moi je serais plus là. Merci beaucoup Steph, merci. Nat. Oui, moi j'ai envie de pointer d'autres choses que j'ai déjà vues et qui m'ont inspirée, notamment des quotas projets où c'est des jeunes qui habitent avec des plus âgés. Ils ont leur logement un peu moins cher et ils s'occupent des personnes plus âgées. Ouais. Et alors un truc qui pour moi est une des solutions du futur, c'est de coupler les crèches et les maisons de repos. Et finalement, il y a les personnes plus âgées qui viennent au contact des bébés et ça crée des liens qui sont juste magiques. Ouais.
Donc, oui, côtoyons-nous, enrichissons-nous, câlinons-nous. Merci. Vince. Je vais essayer de résumer une pensée très rapidement sur ce que tu m'as amené. Je vois toujours les choses à travers l'écologie, les écosystèmes, le climat. Et récemment, je discutais avec Yamina Saeb, qui est une personne extrêmement talentueuse, une auteure elle est autrice principale pour le rapport du GIEC, groupe 3, atténuation adaptation, et qui m'a dit que la sobriété va passer par notre personnes âgées. Et moi, je lui ai demandé, explique-moi, elle a fait toute une formule, la fameuse formule de Kaya, qu'elle a reproduite sur le nombre de mètres carrés qu'une personne âgée utilise. Et en fait, les personnes âgées ont leur nombre de mètres carrés qui se réduit parce qu'ils vont généralement dans des maisons de repos. Et comme l'Europe est vieillissante, on a fait une formule mathématique sur l'évaluation de gaz à effet de serre, énergie par intensité. Et en résumé, plus on va se focaliser sur le bien-être de personnes qui vont vivre dans un mètre carré plus petit, et on résoudra notre problème de sobriété du logement. Non mais, je voudrais prendre le temps un jour d'expliquer ce truc-là qui s'est passé au Parlement européen à Beyond Growth récemment. Ça m'a fait un tilt immense. À ce moment-là où je me suis dit, mais c'est incroyable, ça veut dire qu'en fait, en Europe, pour le logement, tout ce qu'on a à faire, c'est de nous occuper concrètement bien des personnes âgées et on résout un problème. Alors qu'on a l'impression que ça va être dur et tout. Et donc, merci, parce que ce que tu viens de dire là peut se mélanger à d'autres choses pour des politiques plus tard, quoi. Tout est lié. Totalement. Merci Vince, merci Steph. Avec plaisir. Vince, précisément, alors tu nous as préparé, parce que tu nous as dit, préparez votre psychiatre, il n'en reste que 34. Tu peux nous expliquer, s'il te plaît. Je vais tenter de vous expliquer ça et de me lancer dans quelque chose que je n'ai plus fait depuis, je pense, l'école primaire, c'est une poésie. Je précise, c'est la première fois que je la lis parce que vous me connaissez. Je fais un clin d'œil à Valérie sur mes capacités à tout faire en dernière minute. Si. Depuis l'émergence de ChatGPT, les travailleurs tremblent. Leur emploi menacé par l'intelligence artificielle flamboyante. Oui, OpenAI, créateur de ce chatbot audacieux, se penche sur la question et dévoile une vérité effrayante. Seuls quelques métiers, clame-t-il, resteront à l'abri. Face à la déferlante inexorable de l'IA qui gronde, l'arrivée de ChatGPT sur le marché embrase les esprits. Sa puissance polyvalente suscite malheureusement bien des frondes. Ou heureusement, tout dépend d'où on se place. Les employeurs désormais n'hésitent plus guère à remplacer leur main-d'œuvre par cette machine austère, moins coûteuse et inépuisable. Tel est son tort. Leur décision est sans appel, implacable et sans remords. OpenAI, consciente de cet enjeu sans précédent, s'interroge sur l'impact de sa création sur le travail humain. Leur recherche dévoile des conclusions inquiétantes. 80% des salaires seront touchés, c'est certain. 19% des métiers, quant à eux, subiront de plein fouet les ravages de l'intelligence artificielle sans être effacés. Certains résisteront. Préparez votre psychiatre, OpenAI en dénombre précisément 34. Les abatteurs et emballeurs de viande. Les aides-couvreurs qui gravissent des toits. Les maçons, tailleurs de pierre, carreleurs qui rendent hommage aux constructions qui témoignent de leur doigté adroit. Les aides-menuisiers, les artisans du bois, les peintres, poseurs de papier, sculpteurs au talent éclatant, les aides-plombiers, tuyauteurs et monteurs d'appareils de chauffage, qui œuvrent dans l'ombre avec un savoir-faire, il faut le dire, étincelant. Je vous dis pas, depuis que mon chauffage a pété, je me suis dit que c'est un vrai métier. Athlètes et compétiteurs, porteurs de rêves, boulonneurs dans l'industrie minière, héros discrets, les coiffeurs, magiciens des chevelures, leurs mains habiles écrivent des histoires en secret. Des conducteurs d'engins de pavage, de surfaçage et de damage, les coupeurs et élagueurs, gardiens des arbres majestueux, les cuisiniers de la restauration rapide, témoins de l'urgence, découpeurs de viande, de volaille et de poissons savoureux. Les fabricants de moules et spécialistes de la fonderie, les installateurs et réparateurs de lignes électriques, les vitriers de véhicules, talents de précision, dans leur métier, l'excellence est une musique, on peut dire mélodique. Les plongeurs, explorateurs des profondeurs, les maçons en ciment, sculpteurs de béton, les mécaniciens d'autobus, de camions, experts sans peur, spécialistes des moteurs, oui, ce sont bien les doigts de l'innovation. Les mécaniciens de motocyclettes et opérateurs d'engins de battage, ouf, pour conduire ça, vaut mieux éviter l'alcool, mais aussi les extracteurs de gaz et de pétrole, que je rappelle bien sûr, il faut garder dans le sol. Opérateurs de machines d'excavation, de chargement, les géants miniers à ciel ouvert, pourfendeurs des terres, opérateurs de matériel agricole, gardiens des champs, opérateurs sur bateau, capitaines des mers. Les poseurs de voies ferrées, ces tisseurs de chemin, pompistes de tête de puits, gardiens du feu, poseurs de revêtements de sol, artisans des chemins,
réparateur de matériaux réfractaires, gardien des cieux. Réparateur et changeur de pneus et les serveurs du soir. Employés de restaurants, magiciens des saveurs, les tailleurs de pierre, sculpteurs des mémoires, verseurs et rouleurs de métaux, gardiens de l'ardeur. Ainsi, OpenAI a choisi en premier lieu de lister ces métiers manuels où la machine est impuissante. Mais l'intelligence est impuissante. Mais est-ce la fin du monde que nous connaissons déjà ? Pas si vite, car les perspectives sont multiples et fascinantes. Mais l'impact sera bien réel, cela est certain. Mais les possibilités sont vastes et l'avenir reste à dessiner. C'est trop tôt donc pour dire avec certitude notre destin, dans ce monde où simulation et simulacre ne seront jamais égaux à la beauté de l'éternité. Je vous laisse cogiter ce texte imaginé par moi-même, Vince, et coécrit par votre ami seulement, si vous le décidez, ou du moins légiférez, ChatGPT. Merci Vince. Édouard. Oui, je voulais voir si tu avais déjà lu quelque chose ou si tu avais toi-même posé la question à ChatGPT de savoir quelle est son influence à elle-même par rapport à cette destruction En tant qu'intelligence artificielle basée sur des données antérieures à 2001, je ne peux répondre consciemment à cette question. C'est ce qu'il dit. En fait. Ah mais non, donc tu as vraiment posé la question. J'ai vraiment posé la question. Excellent. Mais l'étude qui est sortie sur les 34 métiers est une étude d'OpenAI elle-même. Ils n'ont pas demandé à leur intelligence artificielle, ils ont mesuré en fonction des capacités de ChatGPT 3.5 et ChatGPT 4 et qui n'en sont qu'à leur balbutiement. Et pour l'instant, ces 34 métiers ne sont pas impactés. 34, parce qu'il y a toujours des déclinaisons. Mais ce n'est pas une question, tu peux lui poser la question et en fait aujourd'hui ChatGPT c'est un enfant, il apprend. Donc quand tu lui demandes qui est Vince Canté, il te dit Vince Canté est un véridique, est un chanteur du groupe Magic System. Véridique. Je lui dis non, il a fondé un média qui s'appelle Limite, c'est un ancien animateur radio. Je reviens quelques jours après, Vince a fondé un média qui s'appelle Limite, média français qui parle d'économie. Je dis non, c'est pas vrai, il ne parle pas que d'économie, il parle d'écologie. Je reviens quelques jours après. Vince est le producteur de Céline Dion. Non, mais vraiment, classe, quoi. vraiment. Moi j'avais un truc tout pourri, c'est trop bien ça. C'est vrai? Oui, je sais plus ce que j'avais, mais j'avais créé une association dans le fond de la France. C'est vrai? Bon, c'était pas pourri, c'était pour les femmes. Pardon. C'est un enfant, mais c'est un enfant qui grandira et qui au fur et à mesure va pouvoir potentiellement définir le vrai du faux, mais il doit se connecter au monde. Mais donc on peut l'influencer, quoi. On peut dire il est influencé en ce moment. Il est influencé en ce moment même. Je vais aller raconter des cracks sur BVOP. Val. En fait, en t'écoutant, par rapport à ce que tu disais, j'ai commencé à me dire, dans toute la liste que tu as donnée, combien parmi eux ont vraiment été considérés comme essentiels pendant Covid ? Et en fait, il n'y en a quasi aucun. Et donc, la chose, c'est ce que l'on croit être les métiers essentiels ne sont pas les métiers essentiels. On a probablement, nous, une posture à reprendre aussi, de revaloriser ces artisans, comme tu les as si bien décrits. Donc, merci pour l'autre que tu as fait. Avec plaisir. Romain. Moi, je voulais faire un peu l'avocat du diable, mais je me demandais si tu avais aussi une liste aussi poétique des métiers qui vont être créés par l'intelligence artificielle. Bien vu. Eh ben non. Très bien. On peut l'imaginer. Et non, parce que potentiellement il peut tout faire et il va être amené à pouvoir tout faire et évoluer, d'où l'importance de légiférer, parce que Homo economicus deviendra peut-être Homo électronique, intelligence artificielle AICUS, j'en sais rien. mais d'autres pourront être créés certainement, ça c'est sûr et certain, mais je n'ai pas creusé, ce sera pour un prochain épisode. Bah, moi j'imagine ChatGPT en infirmier, ça me parle pas trop, hein. Personnellement. Non. Et le problème qu'il y a, c'est que souvent on fait passer un petit peu les nouvelles technologies comme l'avenir de la santé, regardez Meta, et aujourd'hui on commence de plus en plus à dire regardez l'intelligence artificielle va être utile pour la santé, c'est toujours un petit peu l'argument. Mais non, c'est important de légiférer. L'Italie a interdit ChatGPT pour les raisons qui inquiètent un petit peu tout le monde, et donc il est possible de décider aujourd'hui dans la loi pour en faire ce que nous voulons et pas ce qu'elle-même veut un jour peut-être potentiellement faire d'elle-même. Nous avons encore Skynet. nous avons encore le choix et nous avons la responsabilité de ce choix. Oui. Merci beaucoup, Vince. Balancez vos ondes positives. Positives. Deuxième partie de cette 11e émission, de cette 11e édition de BVOP, Balancez vos ondes positives. Merci d'être là. Alors Nat, de quoi vas-tu nous parler ? D'un de mes mantras existentiels, on n'est pas ce qu'on fait, Marc. Tu nous expliqueras, merci Carolina. C'est celui qui dit qu'il est. Merci Carolina. Alors, Nat, tu as réconforté une maman récemment. Mais oui, une maman dans le métro était dépitée par un commentaire laissé dans le bulletin de son fils. Simon est lent. Ce n'est pas un problème pour l'instant, mais ça le sera plus tard. Mon sang n'a fait qu'un tour.
Outre cette prophétie désastreuse, la phrase « Simon est lent » me désole. Ça veut dire quoi d'abord, Simon est lent? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Dans cette société où tout est censé aller trop vite. Enfin, ça m'offre une opportunité de faire une belle piqûre de rappel autour des feedbacks. Un feedback, si je traduis littéralement, c'est un retour qui nourrit. C'est un signe de reconnaissance offert à la personne à qui je l'adresse. Il y a 2 sortes de feedback. Les feedbacks conditionnels, liés à ce qu'on fait, et les feedbacks inconditionnels, liés à ce qu'on est. Et pour chacune de ces catégories, je peux donner du feedback positif ou négatif. Je vous montre des exemples. Feedback conditionnel positif. Valérie, ça fait 2 fois que tu nous apportes des crêpes lors des enregistrements. Ça me fait chaud au cœur et au ventre. Merci. Feedback conditionnel d'amélioration qu'une gourmande pourrait faire. Valérie, il y avait du sucre et de la cassonade pour les crêpes. La prochaine fois, tu pourras aussi amener de la confiture. Feedback inconditionnel positif. Tu es généreuse, Valérie. Feedback inconditionnel négatif. Simon est lent. Vous sentez, hein? Les feedbacks sont une question de survie, mais pas tous. Les feedbacks conditionnels, le faire donc, positif ou d'amélioration. Remarquez, je ne dis pas négatif, hein, parce que moi je ne les trouve pas négatifs. Perso, je les prends comme des cadeaux. Ils sont indispensables pour des relations harmonieuses et des collaborations réussies. Les feedbacks inconditionnels positifs sont délicieux et permettent de nourrir l'estime de soi. L'exemple par excellence qui valide qu'une personne est 100% OK, c'est le « je t'aime ». Quant au feedback inconditionnel négatif, et là le mot négatif est un euphémisme, je sors ma grosse voix pour les qualifier. Ils ne servent à rien et sont à bannir en toutes circonstances. Ils ne font que des dégâts. Ils cassent, ils amoindrissent, ils étiquettent. Et en plus, ils sont prophétiques. Dites à une personne qu'elle est bête, elle le devient à l'instant. On n'est pas ce qu'on fait. Arrêtons de confondre comportement et identité. Nous sommes qui nous sommes, il n'y a rien à changer. Aimons-nous tels que nous sommes. Les comportements, par contre, peuvent légitimement être recadrés. On fait un exercice pratique? Vous êtes prêts, mesdames et messieurs? Comment remplacer le méchante ou méchant régulièrement entendu dans la bouche de personnes qui encadrent des enfants? T'es méchant, arrête de faire ça, t'es méchant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Tu te comportes méchamment. Est-ce qu'on se comporte Sois sympa méchamment? avec les autres, tu as tellement à gagner. Sois sympa, on est de nouveau dans l'être. Hein, sur qu'est-ce qu'on a à recadrer quand on dit à quelqu'un qu'il est méchant? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Pourquoi il est... Son comportement. Pourquoi il est Son méchant? comportement. Je t'aime avec... Donc centrez-vous sur ce qu'il est en train de faire. Ah, ouais. Oui, Donc si tu es en train, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, imaginons qu'il est frappé, imaginons qu'il ait pris un jouet, parlez de ce qu'il est en train de faire plutôt de ce qu'il est. Un enfant n'est pas méchant. Il fait des choses pas chouettes par moment, bien entendu, et ça doit être recadré. Mais si vous lui collez l'étiquette de méchant, boum, voilà, il est méchant. Tu es ce que tu fais. Mais non, je ne suis pas méchante. J'ai fait un truc foireux, d'accord, mais je ne suis pas méchante. On n'est pas ce qu'on fait. Comment remplacer le « Ah, je suis con, ah, je suis bête » qui nous sort parfois de la bouche quand on dit une bêtise? Ah, je n'y ai pas pensé. Exactement. Enfin, J'ai pas pensé « Oh mince, oh zut, oups » Qui dit que vous êtes con parce que tout d'un coup, vous avez mal réfléchi? Vous vous rendez Concentré compte? sur les crêpes. Vous vous rendez compte de ce qu'on se met au-dessus de la tête juste parce qu'on a réfléchi de travers à un moment? Boum, je suis conne. Bah non, je suis pas conne. J'ai juste mal réfléchi, là, juste là. On n'est pas ce qu'on fait. Et ça vaut aussi pour les choses qu'on se dit à soi-même. Pour la mission ocytocine du jour, écoutez-vous et prenez conscience du poids de vos mots. Si vous surprenez des feedbacks inconditionnels négatifs, pourfendez-les, transformez-les, transcendez-les. Accueillez qui vous êtes et améliorez ce que vous faites. Zoupiti zoup. Merci, Nat. Isa.
Oui, mais moi ça résonne, merci beaucoup Nat, et cette phrase, vous n'êtes pas ce que vous faites, moi elle m'a beaucoup travaillé parce que j'ai pas terminé mes études, et donc j'ai commencé par plein de petits boulots dans ma vie, un peu à droite à gauche, et la première question qu'on te pose dans la vie c'est « et toi tu fais quoi ?» Et moi cette question elle m'a toujours embarrassée parce que j'étais là, ce que je fais ne me définit pas. Et un jour j'avais été à une formation et je stressais un peu, enfin c'était des conférences que les gens me demandaient ce que je faisais parce que j'avais pas envie de répondre, et le gars de la première conférence a dit: alors je vous interdis de demander ce que vous faites, mais demandez-vous qui êtes-vous. Et donc on devait se demander, tiens, et toi tu es qui? Et j'étais surprise parce que personne n'avait l'air de savoir qui il était vraiment, quoi. Et donc moi c'est une quête vraiment que je creuse encore quotidiennement, de savoir qui on est au-delà de notre fonction quotidienne. Merci Isa. Vince? Il y a un truc que ma prof de morale m'avait dit en 2e secondaire, qui m'est resté gravé durant la fin je crois jusqu'à la fin de mes secondaires. Donc c'était en primaire et jusqu'à la fin de mes secondaires. Prof de morale d'ailleurs que je salue parce que j'aimais beaucoup, et justement je crois que la personne qui utilise ces mots-là, ça impacte énormément, et j'adorais cette prof, je l'admirais, et un jour dans mon bulletin elle a écrit « arrête d'être aussi susceptible ». Je ne savais pas ce que voulait dire susceptible. Et je demande, ça veut dire quoi être susceptible? Ça veut dire que tu prends tout négativement, tu prends tout en plus, tu prends tout. Et non mais ouais, voilà, vraiment. Et à ce moment-là, je m'apercevais que quand on me faisait une remarque, puisque j'avais compris la définition et que c'est quelqu'un que j'admirais et que j'aimais beaucoup qui m'avait dit ça, quand on me faisait une remarque, pendant très longtemps, jusqu'à la fin de mes secondaires, je le prenais pour moi, j'étais susceptible. Jusqu'à ce que je déconstruise ça, et pour me dire, mais non, en fait, rien à voir. Et c'est drôle, parce que je me rappelle très bien, écrit au bic rouge, dans le bulletin, arrête d'être aussi susceptible. Et moi, j'invite les profs, les éducateurs, éducatrices, les parents, rendez-vous compte du pouvoir que vous avez sur les gens qui vous entourent. Vos phrases, elles sont prophétiques pour les enfants. Et elles pèsent énormément, donc pesez vos mots. Pesez vos mots. C'est ouf, parce que excuse-moi, mais c'est tellement d'expérience, je fais signe comme quoi ça va être court, mais et mon père m'a répété. ces phrases qui sont restées gravées parce que quelqu'un l'a dit. Mais ça nous forge. Mon père m'avait répété, martelé, dès qu'il se passait un truc, tu es bête. T'es bête. Ah, moi, on me disait aussi, t'es Il conne. n'a pas arrêté avec ça. Moi, c'était petite sotte. Et je vais te dire un truc. Non, mais tu sais quoi? Et ce t'es bête est devenu mon fer de lance de lui prouver que je ne l'étais pas. Mais tu te rends compte comment je me suis mis un poids, quoi? Ah, mais oui. Il s'est excusé. Voilà, il m'a dit, ouais, je suis désolé ce que je t'ai dit. Je dis, ouais, c'est pas merci de me le dire 20 ans plus tard. Et les étiquettes positives peuvent aussi coincer. Hein. Ben non, il le dit plus, il est enterré là. Donc. Non, t'inquiète. Non, mais il aurait rigolé à cette blague, hein, t'inquiète pas. C'est le danger des étiquettes. Et les étiquettes positives peuvent aussi nous coincer. Moi, j'ai une de mes nièces, elle est étiquetée, c'est la conciliante. C'est toujours, ah oui, mais oui, elle, c'est la conciliante. Et donc, elle a très peu d'espace pour dire ce dont elle a besoin, parce que comme c'est la conciliante, en fait, elle n'ose plus ne pas être conciliante, parce qu'elle a ce rôle dans la fratrie, et donc elle est plus ou moins cadrée par ça. Et donc c'est vraiment un défi. Moi souvent je me demande, mais de quoi t'as vraiment envie? Et t'as envie de lire cette histoire aux miens qui sont plus petits? Bah non, bah alors ne lis pas, fais autre chose. En tout cas on remercie Marc, l'homme qui nous donne beaucoup d'argent, n'est-ce pas, tous les jours. J'espère que c'est prophétique, hein. Val. Donc ça s'appelle l'effet Pygmalion aussi, oui. Cet aspect-là. Et il faut pas le perdre de vue, cet effet Pygmalion. Ce que je voudrais juste rajouter, c'est de se dire, en tant que parent, le jour où j'ai découvert ça, la première chose, c'est ne culpabilisez pas en vous disant qu'est-ce que j'ai déjà tout mis comme injonction. Voilà. Pour l'avoir vécu, moi, il y a un moment où j'osais plus dire les choses parce que simplement c'était oui, mais là, est-ce que je le dis bien, est-ce que je le dis pas bien? Donc il y a aussi ce côté de oui, on découvre quelque chose, mais bienveillance avec soi-même, s'il vous plaît, aussi. On peut être parfaitement imparfait et c'est très bien. Merci Val, comme maman, ça me soulage beaucoup ce que tu viens de dire. Mais bien sûr, on fait de notre mieux. C'était pour rebondir sur ce que tu as dit au final. En fait, l'exemple est un peu redondant du coup, mais ça peut aussi être dans le sens des injonctions très positives. Oui. Moi, c'était Virginie, elle est forte. Ouais. Et donc finalement, voilà. Donc en gros, c'est dans les deux sens, quoi, parce que la pression est forte aussi, quoi. Tu dois être forte tout le temps. C'est le danger des étiquettes, en fait. Et précisément, merci beaucoup Nat, merci. Et précisément, Caro, dans notre société, on passe notre temps à juger. Ah, tiens donc, le jugement est presque inévitable. Et Carolina, tu vas nous expliquer comment utiliser ce jugement en quelque chose de constructif. Tout à fait, ça reste un peu dans la lignée de ce qu'on vient de dire. Très beau pull d'ailleurs. Bah merci, je l'ai cousu moi-même, c'est du recycling. Oui. Tu adoptes, voilà, c'est bien. Je vais vous faire une confession. La première fois que je vous ai vu, je vous ai tous jugés. Déjà, pardonnez-moi pour ça. Mais surtout, ne le prenez pas personnellement, car j'ai compris une chose. Vous n'êtes pas ce que je pense que vous êtes. Je suis ce que je pense que vous êtes.
Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression d'avoir été éduquée à juger tout et n'importe quoi, tout le temps. Apparemment, la critique et le jugement, c'est la distraction préférée de notre mental. Et le pain du peuple aussi. Faut dire que juger, c'est beaucoup plus simple que de penser profondément. Un jour, je me suis surprise à juger toute chose et tout le monde, y compris moi-même. Et je me suis vraiment dit, mais t'es qui toi pour juger les autres ainsi ? Comme dit Claudie, ne la juge pas, tu ne la connais même pas que tu commences déjà à la juger. Ma bonne volonté voulait arrêter de juger. Mais c'est clairement un mode automatique bien ancré quand même. Arrêter de juger, c'est très compliqué en fait, parce qu'on le fait toute la journée. Ça c'est bien, ça c'est mal, ça j'aime, lui je l'aime pas, ça c'est beau, ça c'est moche. Je vais clairement pas arrêter de juger demain. Je fais mieux que ça. Je vais transformer le jugement en un outil pour apprendre à me connaître. Qu'est-ce que l'autre évoque de moi ? Je me pose cette question quand je sens que je suis dans un jugement négatif. C'est le philosophe Carl Jung qui le dit avant moi. Tout ce qui nous irrite à propos des autres nous aide à mieux nous comprendre nous-mêmes. J'ai un souvenir d'enfance dans la cour de récré. Quand quelqu'un m'insultait, je répondais « C'est celui qui dit qu'il est... C'est fou comme les enfants ont toujours raison parce que tout le processus part de là en fait. Quand on critique l'autre, quoi qu'on en dise, ça part toujours plus de notre propre état que de l'autre. Donc critiquer quelqu'un, c'est un peu s'insulter soi-même finalement. Quand j'arrive à prendre conscience que je juge, par exemple, ouais mais celle-là c'est une tarée, elle est complètement instable, je me dis à moi-même, là-bas, baisse la tête Lina, tu serais pas un peu tarée et instable dans ton genre toi aussi ? Eh oui. Un autre exemple, si je trouve que mon amie est une personne dispersée et chaotique et que c'est un aspect d'elle qui me dérange, c'est probablement que j'ai cette part de chaos en moi qui n'est pas résolue. Ou lorsque je juge une personne d'imbécile ou de ridicule, c'est probablement que je ne reconnais pas ma propre bêtise ou que je ne m'autorise pas moi-même à être ridicule. Est-ce que vous imaginez la puissance de cet outil ? Pour moi, c'est tellement la base quand on commence un travail d'introspection. Et c'est super parce que ce qui à première vue serait un jugement de valeur devient quelque chose de constructif. Et puis surtout quand tu comprends que tout ce qui te passe par la tête n'est autre que ta perception du monde avec tes filtres, tes peurs, tes insécurités, ton conditionnement, etc., tu peux plus croire à première vue les histoires que tu te racontes. Comme dirait le comédien Roman Freycinet, quand t'as pas d'argent, tout est cher. Quand t'es heureux, tout le monde est beau. Quand t'es malheureux, tout le monde est con. C'est biaisé un point de vue. C'est biaisé par nos propres perceptions. Nos perceptions nous mentent. Depuis que j'applique cet outil, je reprends la responsabilité de qui je suis. J'ai remarqué que plus j'améliore la relation à moi-même, plus j'améliore ma relation aux autres. Je me juge moins moi-même, donc je juge moins les autres. Ces filles qui autrefois m'irritaient sur Instagram, et pas que sur Instagram d'ailleurs. Je me suis surprise à les voir différemment tout à coup. Elles m'énervent plus vraiment. C'est sans doute le signe que j'ai évolué. Mais attention, on ne doit pas avoir des affinités avec tout le monde pour autant, ou kiffer tout ce que les gens font. Mais tu peux aussi te dire que c'est pas ton truc, et laisser faire leur vie, ou au lieu d'envoyer une énergie négative. Un jour, alors que je critiquais gratuitement quelqu'un que je connaissais pas vraiment, j'ai un peu honte, un ami qui se reconnaîtra peut-être m'a dit un truc du genre qui résonne souvent en moi. Au lieu de critiquer quelqu'un ou d'entretenir une rumeur, j'essaye toujours de voir le bon dans cette personne, parce que tout le monde a des qualités avant d'avoir des défauts. Chère tribu, la première fois que je vous ai vu, je vous ai tous jugés. Mais finalement, qu'est-ce que vous êtes beaux et qu'est-ce que je nous aime. On t'a aussi jugé, Caro. Oui, je me doute que je suis pas la seule. Merci, Caro. Nat. Oui, et j'ai envie de vous proposer un outil très très concret, très très chouette à faire pour ce genre d'introspection. Vous dessinez un bonhomme en creux. Et vous pensez à quelqu'un qui vous irrite, qui vous énerve, et vous écrivez tout ce que vous pensez de cette personne-là, justement, en balançant tous les jugements. Quand vous écrivez tout dedans, et une fois que c'est fait, vous regardez et vous vous demandez qu'est-ce que j'ai envie d'être là-dedans et qu'est-ce que j'ai peur d'être là-dedans. Merci. Pas mal. Oui. Je ne connaissais pas l'exercice, mais... Joli. Retenu. Plus personne d'autre ? Super. Merci, Nat. Balancez vos ondes positives. Troisième partie de Balancer vos ondes positives, 11e épisode. Virginie, de quoi vas-tu nous parler ? De l'avenir de nos forêts. Merci Virginie. Édouard ? Tu nous parles beaucoup de lumière au bout du tunnel, donc je vais élaborer là-dessus. Merci. Et Val ? Après le premier homme sur la Lune, le premier homme sur le grill. Pas mal. Et c'est qui ?
Surprise. Virginie, nos forêts sont fragilisées par le changement du climat. Est-il possible de recréer des forêts ? Vaste question. Alors en effet, on les aime, nos forêts, mais nos forêts ne vont pas très bien. Elles souffrent d'épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses. Épisodes de sécheresse hiver doux qui favorisent aussi la propagation de toutes sortes de pathogènes, de ravageurs comme le scolite, ce petit coléoptère qui a décimé nos populations d'épicéas. Et puis les arbres étant de plus en plus fragiles, ils résistent de moins en moins à ces insectes, d'autant plus qu'ils sont aménagés en monoculture. On a des forêts avec une seule essence d'arbres d'un même âge, donc tout ça fait que les forêts sont de moins en moins résilientes et qu'elles se portent très mal. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a pris conscience de ça et donc les politiques sont en train de changer. On va vers des forêts plus mixtes, plus mélangées, avec des essences plus résistantes à la sécheresse. Vous savez que par exemple, un chêne a besoin de 4 ans pour se remettre d'un stress hydrique. L'épicéa et le hêtre sont des arbres qui ont besoin aussi d'humidité constante. Donc la forêt de Soigne, par exemple, dans 100 ans, elle n'existe plus. La tricathédrale, elle disparaît. Ils sont d'ailleurs en train de préparer une chênée cathédrale parce que le chêne, notamment le chêne sessile, est plus résistant aux sécheresses. Donc voilà, tout ça est bien concret. Mais la forêt, ce n'est pas qu'une histoire de gestion. Parce que là, j'ai parlé beaucoup d'interventionnisme humain, une fois de plus. La forêt, c'est avant tout un milieu dynamique qui se régénère sans cesse. Vous savez comment fonctionne une forêt ? Non. Me raconte ! Alors, tout commence avec les premières essences qu'on appelle les essences pionnières. Ce sont les bouleaux, les saules, qui sont les premiers à pousser. La compétition commence entre les jeunes arbres. Et puis, petit à petit, ils sont dépassés par les espèces dominantes, comme le hêtre, qui vont prendre toute la place. À ce moment-là, la forêt a atteint son niveau maximal, on appelle ça le climax. Et puis, petit à petit, les vieux arbres dépérissent, tombent, pourrissent au sol, ils sont décomposés par les champignons, par les insectes, par les micro-organismes du sol qui du coup devient enrichi pour accueillir les nouveaux arbres, les nouvelles pousses qui vont profiter de cette lumière récupérée par la chute des vieux et puis qui pourront pousser grâce aux animaux, au vent qui aura disséminé les graines partout dans la forêt. Ça, c'est le cycle d'une vraie forêt. Aujourd'hui, on laisse peu d'occasions aux forêts de réaliser l'entièreté de leur cycle. Nos forêts sont très jeunes. Les vieux arbres chez nous ont 200 ans, alors qu'un chêne peut traverser des millénaires. Et donc, moi, je me pose vraiment la question, est-ce qu'il existe encore de vraies forêts chez nous ? Ou bien est-ce qu'on évolue dans des plantations d'arbres ? C'est un peu, provocateur comme question. Un sylviculteur serait totalement paf devant ce genre de questions, mais moi je l'aime bien et elle vient notamment d'un botaniste français que j'adore qui s'appelle Francis Allais, qui a pas sa langue en poche et qui dit que pour lui nos forêts ne sont plus des forêts, ce sont des plantations d'arbres. La dernière vraie forêt qui existe en Europe, la dernière vraie forêt primaire, elle se trouve en Pologne. C'est la forêt de Białowieża. Quand on pénètre dans cette forêt, aucun doute. D'abord, ça grouille de vie. Ça grouille d'oiseaux. Il y a un boucan pas possible. Les arbres sont immenses, 50 mètres. On y trouve des bisons, les derniers bisons sauvages d'Europe. On y trouve du loup, de l'ours, du lynx, toutes les espèces qui étaient chez nous avant dans nos forêts également. Mais malgré tout ça, la forêt de Białowieża est menacée par l'exploitation. Et face à ce constat, Francis Allais, ce fameux botaniste dont je vous parlais, s'est mis à rêver. Un rêve fou. Celui de recréer une forêt primaire en Europe occidentale. Et il mène ce projet avec un groupe de scientifiques passionnés. Ils sont à la recherche d'un terrain de 70 000 hectares, 25 km sur 25 km, parce que c'est la surface minimale pour recréer un vrai biotope autosuffisant. Et l'idée, c'est de foutre la paix à cette surface, de la laisser en libre évolution, comme on dit. Donc c'est un rêve, un pari sur 800 ans, puisque une forêt secondaire qui n'a plus rien de naturel a besoin à peu près de 800 ans pour redevenir primaire. Donc c'est un projet qui est destiné avant tout aux générations futures. C'est magnifique. C'est un projet dont on ne sait pas trop à quoi va ressembler cette forêt. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle va grouiller de vie. Et donc je trouve ça très beau parce que c'est vraiment de se dire, plus tard, on veut que nos enfants puissent connaître le vrai sauvage, avoir un contact avec le vrai sauvage, vivre cette expérience du vrai sauvage. Et je trouve ça magnifique. Ce serait aussi un laboratoire scientifique, évidemment, puisqu'on ne connaît plus rien de ces cycles. Enfin, plus rien, j'exagère, mais en tout cas, on a perdu beaucoup de connaissances à force de toujours vouloir tout maîtriser, tout gérer. Et puis, cette forêt, elle ne sera pas fermée au public. Ça qui est très beau aussi dans ce rêve-là, c'est que ce n'est pas d'en faire une zone, un sanctuaire fermé. C'est vraiment d'accueillir le public, mais de manière intelligente, en le cadrant dans des itinéraires, des sentiers, pour pas abîmer le milieu, mais vraiment de permettre aux gens de vivre cette expérience.
Et puis n'oublions pas, Vince, je te fais un petit clin d'œil, que les forêts primaires sont quand même un des meilleurs moyens de stocker le carbone et d'affronter le réchauffement climatique. Donc voilà, un rêve fou, mais un rêve merveilleux. Et franchement, moi je croise les doigts pour qu'on y arrive et que nos petits-enfants puissent encore connaître et vivre ce patrimoine incroyable. Merci beaucoup Virginie. Steph. Oui, merci Virginie, parce que c'est vrai que ça me reconnecte tout de suite à une expérience que j'ai faite 2014 déjà. J'étais en reportage en Guyane française et donc forêt primaire, et je n'avais jamais connu la forêt vierge comme ça, et je me souviendrai toujours avec émotion de cette entrée en pirogue le long du fleuve Kourou, rentrer dans la forêt, c'est insensé comme sentiment en fait. On se sent comme tu l'as très bien décrit, il y a la vie qui grouille, et c'est très étrange, tellement on est très éloigné de ça. Moi ça a été, on parle beaucoup de reconnexion à la nature aujourd'hui dans les personnes, dans la transition écologique. Et moi ça a été un point de départ en fait, étonnamment d'introspection aussi, ce retour dans la forêt primaire. Merci Steph. Édouard. Oui, en fait, quand tu parlais de cet homme qui est en train de repenser cette forêt primaire, je trouvais intéressant, et je ne sais pas si du coup il le fait, ou peut-être que tu es au courant, mais un projet qu'il y a en Écosse de propriétaires terriens qui n'arrivaient plus en fait à s'occuper de leurs terres. Ils ont fait le Highland Title. Et donc en fait, ils ont découpé leurs hectares en mètres carrés. Et ils proposent à tout le monde d'acheter des mètres carrés, ce qui empêche en fait les constructions. Mais ça permet de contribuer, et le patrimoine en tout cas écologique est préservé en Écosse, et c'est tellement divisé en petits mètres carrés qu'il n'y a personne qui pourra aller chercher tous les propriétaires pour acquérir en fait cette terre. Et je trouvais que c'était très sympa. Oui, génial comme exemple, super. Oui, tu veux dire quelque chose? Je voudrais juste nuancer sur un petit élément, c'est que, entendons-nous bien, on a besoin de bois. On a besoin de plantation d'arbres. L'idée, c'est pas de dire il faut arrêter avec ce type de gestion-là. L'idée, c'est de se dire qu'il faut planter des arbres, mais il faut aussi pouvoir recréer des vraies forêts. Donc voilà, les deux sont importants. Vince. Oui, rapidement. Est-ce que c'est possible ça, Vince? Rapidement. Non, mais je reviens à une certaine chronique. Je le dis rapidement pour me focaliser, pour me dire que je dois le faire rapidement. Sinon, je dirais bon, allez, je prends mon temps. En gros, ce qui est important, c'est qu'une forêt permet de nourrir les gens. Et qu'on a tendance à oublier que les concepts de permaculture et que de laisser une forêt permet d'offrir de la nourriture à profusion. Alors il faut du temps pour que ça se stabilise, mais après ça pousse et ça vient, parce que comme tu parlais de tous ces micro-organismes, c'est incroyable. Après ça te fait des fraises, ça te fait des cerises, ça te fait des pommiers, et qui produisent. Ça prend du temps, ça prend 6-8 ans, mais dès que ça produit, c'est bon, plus besoin d'engrais, plus besoin d'intrants extérieurs, et la forêt en fait permet de nourrir, et c'est incroyable parce que c'est quand même un point que je veux noter. Les scientifiques ont démontré aujourd'hui qu'effectivement l'agroécologie peut nourrir tout le monde, et si on recrée des forêts et qu'on produit notre nourriture dedans, elle est plus compliquée d'accès, il est possible de faire certains chemins, mais on est capable de nourrir le monde entier. Donc c'est incroyable de se dire qu'on s'est fait arnaquer par l'agro-industrie, quoi. Donc voilà. Mais là tu parles de forêts comestibles, et pour moi c'est aussi important. Il y a les forêts de plantation pour le bois énergie notamment, il y a les forêts comestibles, mais la forêt primaire, une forêt primaire en fait c'est une forêt qui n'a jamais été exploitée, ou alors qui a été exploitée, mais où il y a eu suffisamment de temps qui s'est écoulé pour qu'elle retrouve un caractère primaire, c'est-à-dire pas d'exploitation, pas d'abattage, pas de coupe, pas de chasse, rien de tout ça. C'est ça en fait la forêt vierge, une forêt primaire, c'est la forêt primaire on s'y balade, la forêt vierge l'homme n'y a jamais mis les pieds, donc c'est ça la différence entre les deux qualificatifs. Ok, Val. Alors moi je voulais te dire merci pour la chronique, parce qu'en fait si on la relit, et j'encourage tout le monde à la réécouter, mais pas parler d'arbres, mais parler d'être humain. Tu viens de me donner les clés de ce que la nature nous enseigne. Parce que si on arrêtait d'exploiter l'être humain, si on s'inspirait de sa biodiversité, si on arrêtait de faire des plantations ou des réplications d'êtres humains et qu'on laissait l'être humain être ce qu'il est, ça donnerait des pionniers qui sont déjà là par ailleurs, qui ont envie de faire changer le monde, qui vont créer une dominance et faire la chute des vieux et du vieux système dans lequel on est encore. Donc merci pour la note d'espoir. Ou alors tu peux imaginer que les vieux arbres sont les aînés dont parlait Steph tout à l'heure,
qui prépare le terrain pour les jeunes, c'est beau aussi. Joli fil conducteur Oui, que l'on la retrouve. phrase, c'était « Ils se nourrissent de la chute des vieux ». Devenons cannibales. Balancez vos ondes positives. Merci Virginie, merci à tous et toutes. Alors Édouard, que de belles chroniques aujourd'hui avec cette lumière au bout du tunnel. À ton tour de nous partager la tienne. Raconte-nous. Marc, à chaque émission, tu nous parles de la lumière au bout du tunnel. Alors je me suis demandé si tu savais bien de quelle lumière tu parlais. Et comme la langue française propose des expressions subtilement remplies de sens, j'aime m'amuser à me prendre pour Indiana Jones et les décrypter afin d'éclairer mon inconscience et comprendre enfin ce que ceux qui ont créé ces tournures de phrases ont tenté de transmettre comme message. Alors, que la lumière soit, n'est-ce pas ? Communément, on est d'accord qu'on croit voir de la lumière, mais en réalité, la lumière ne se voit pas. Elle réfléchit sur la matière qui se révèle grâce à elle. La lumière n'est rien d'autre que des ondes électromagnétiques qui, lorsque unies, forment ce qu'on appelle humainement la lumière visible, dite blanche, souvent symbole de paix, comme par hasard. Comme la colombe, le drapeau blanc, ou encore la pureté vierge de la robe de la mariée, mais aussi celle de l'énergie christique présente abondamment dans les écritures de toutes les religions, spiritualités ou autres traditions dites païennes. Mais sans entrer dans les détails, la lumière a un spectre donc bien plus large que celle que l'on voit, comme si notre réalité était principalement invisible pour nos yeux, le Petit Prince le dirait avec plus de finesse. Tout le monde le sait, cette lumière provient principalement de notre astre étoilé, qui émet donc ces ondes sans économie d'énergie. Ce bon vieux Père Soleil, qui rayonne et illumine d'ondes immatérielles, oserais-je dire spirituelles, notre Terre-Mère, qui, elle, reçoit et met au monde la vie matérielle. Décidément quand même cette dualité féminine et masculine à l'œuvre, comme si c'était une constante de l'univers que pour avoir l'un, il nous fallait l'autre. Une sorte de schéma qui se répète entre le négatif, le positif. 0 et 1. Vide, plein. Moins, plus. Mal, bien. Ombre, lumière. La nuit, le jour, le noir, le blanc, le yin et le yang. Seth et Horus, Satan et Dieu. Le tunnel et cette fameuse lumière, cher Marc. J'ai tendance à croire que ces polarités sont en réalité les deux faces d'une même pièce et que de là découlent toutes les nuances et divisions de notre parcelle de réalité à l'image de l'arc-en-ciel qui, grâce à l'eau, divise la lumière blanche en un dégradé magnifique de couleurs visibles pour l'œil. Alors, qu'est-ce qui rassemble ces contrastes souvent extrêmes et qui nous propose d'y trouver notre juste équilibre de vie ? Et oui, c'est comme si la division de notre réalité nous suggérait de tendre vers l'unité, comme si le tunnel était nécessaire à percevoir cette lumière, comme si sans tunnel, il n'y avait pas de lumière, ou bien qu'on en serait tellement rempli que du coup, on ne la diviserait pas, puisque on serait dedans, on serait la lumière. Exactement comme un poisson dans un aquarium qui ne voit pas l'eau dans laquelle il respire et nage. Alors maintenant, qu'est-ce qu'une onde, vous me direz ? Rien de plus que de l'information. Mais de quelle information parlons-nous ? Vous me direz. Il s'agit de l'information avec un grand I, celle qui est immaculée, non divisée, remplie de tout ce qui existe, sans devoir y rajouter quoi que ce soit. Celle dans laquelle on aurait toute l'information de l'univers disponible, là, maintenant. Celle où il n'y aurait plus de temps ni d'espace, ni encore de zone d'ombre, puisque tout serait éclairé, et donc nous serions nous-mêmes l'information unie avec un grand I, remplie de sécurité, de liberté et d'harmonie. Cette lumière dont on parle, serait-ce l'amour ? Ou du moins, sans chercher à la nommer, sa racine. Cette information lumineuse est celle qui nous donne envie de vivre et de nous lever le matin. Elle est l'information qui oriente la tête des tournesols dans les champs dorés. L'information qui permet de réchauffer notre corps à l'extérieur et nos cœurs à l'intérieur. C'est une information qui ne juge pas et qui illumine tout ce qui existe sur Terre et dans l'univers à l'image des milliards d'étoiles qui rayonnent cette même lumière originelle déjà présente lors de ce fameux Big Bang. Une information qui inconsciemment et avec humilité permet à la vie d'être en vie, de ressentir l'amour en nous, avant de le rayonner autour de nous à l'image de la lumière du soleil qui émet ce qu'il est. Il est la foi que l'amour peut être trouvé en nous parce qu'on le voit tout autour de nous. Ce que je crois, c'est que la lumière émise par le principe masculin du soleil est à l'origine de toute expérience mise au monde par le principe féminin de la terre qui révèle cette information originelle. Seigneur Dieu, c'est finalement parce que l'homme cherche à mieux comprendre avec son mental ce qu'il vit qu'il a commencé à diviser en nommant les choses qu'il observe. Les scientifiques ont appelé cette énergie de vie lumière, alors que les spirituels l'ont appelé Dieu, le Christ, Horus et tous les autres. Nous sommes tous profondément lumière et amour, bon sang. Et l'opportunité donnée à l'humanité est d'apprendre par notre libre arbitre à se responsabiliser, éclairant activement nos zones d'ombre remplies de démons intérieurs afin de retrouver la sécurité et la paix, nous permettant de nous sentir libres d'être la vie.
Allez, je vous propose aujourd'hui d'allumer votre caverne platonicienne et de cheminer à la rencontre de vos zones non encore éclairées pour y mettre votre lumière au bout de votre tunnel. Si vous n'y arrivez pas, demandez à votre famille, vos amis ou vos collègues de vous poser une question qui allumera une torche ou un cierge pour et en vous. Souvent, ils nous voient bien mieux que nous-mêmes. Après ça, vous serez donc au courant que ces ombres existent ou existaient, car du coup, éclairées, elles ne prendront plus de place autre que celle de rayonner abondamment votre soleil personnel. Et ce sera à votre tour d'aider ceux qui ne parviennent pas à décrypter les leurs. Il n'y a que vous qui puissiez allumer l'interrupteur de votre caverne, alors soyons terre à terre, c'est à vous de vous mettre en lumière. Merci beaucoup, Édouard. Merci. Isa, tu voulais intervenir. Je ne sais pas si ce serait une plus-value, mais je me sens hyper connectée avec ce que tu dis et c'est vraiment, ça rejoint ma première lumière. Première lumière. Mais c'est ça l'idée. Voilà, exactement. Ça rejoint ma première chronique et donc merci de faire appel à cette caverne. Moi j'ai dit que c'était une citerne interne, mais oui, à nous de l'allumer et de la mettre en lumière. Donc merci beaucoup, Édouard. Moi j'ai connecté avec ça. Merci, Édouard. Ouais, j'ai juste pas compris la question à poser. Simplement qu'on te pose une question. Demandez à ce qu'on te pose une question. Ok, d'accord. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Édouard. Dernier épisode sur le grill numéro 3. Merci à celles et ceux qui postent les questions pour cette séquence sur le grill, les questions sur les réseaux sociaux, bien entendu. Aujourd'hui, c'est donc Romain qui va passer sur le grill de Valérie, bien entendu. Romain, la première fois que j'ai entendu ton nom et ton prénom, il m'a semblé familier. Le nom, en tout cas. En fait, il m'a ramené aux histoires racontées par mes enfants. Tu es dans Ratatouille, ce fleuron de la haute gastronomie française, qui écrit des livres de recettes, anime des émissions culinaires, ou encore en devient le plus jeune chef cuisinier à décrocher 5 étoiles pour son restaurant parisien, chez Gusto. C'était moi. En toute humilité. C'était juste moi. Ce chef ne s'est pas contenté d'être cuisinier. Il a aussi cherché à développer une réflexion théorique quasi philosophique sur son art. Son credo est simple. Tout le monde peut cuisiner. Ce qui ne signifie pas que la gastronomie est à la portée de tout le monde, mais qu'un grand chef peut se cacher n'importe où. Ton credo à toi serait « Tout le monde peut être acteur de solutions ». Mais qui es-tu, Romain ? Pour moi, tu es tel le commandant Cousteau dans cette tribu. Commandant Gusto. Gusto, ouais. À peu près. Pendant près de 50 années, lui a été observateur des mers et des océans, constatant la dégradation des milieux et devenant progressivement défenseur de l'environnement. Il mettra à profit sa notoriété mondiale pour promouvoir l'idée que notre Terre est un vaisseau spatial limité et fragile à préserver. Lui est commandant des mers, toi tu es commandant des êtres humains. Tu t'intéresses entre autres au domaine de la migration, de l'entrepreneuriat social, de la coopération au développement, en fait, de tous ces sujets qui affectent notre environnement humain. Tu es passionné par le partage d'informations, quel que soit le sujet, et le support. Ton regard sur les choses est un regard posé sur les possibles et sur les solutions que tu partages via What Now Media. Et vous, auditeurs et auditrices, prêts pour un embarquement à découvrir qui est le commandant Gusto ? Merci déjà pour cette intro, c'est flatteur, des cuisines aux mers, c'était déjà pas mal. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et qui te fait peur ? Alors, c'est bizarre un peu de parler de moi après toutes ces envolées lyriques sur les lumières, sur les forêts, tout ça. Mais je vais me prêter à l'exercice, merci Val. Qu'est-ce que j'aimerais oser faire ? La première chose, de la radio, du podcast, donc ça check. Merci Marc. Et peut-être pour continuer sur cette lancée, et avec Jeunesse ici, faire des vidéos, être un peu plus... J'avais étudié le journalisme, j'ai jamais vraiment pratiqué le journalisme, donc essayer d'un peu me diriger vers ça, donc être journaliste, vidéaste. Mais ça te fait pas peur, ça ? Si, ça me terrifie, j'essaye, mais ça me terrifie. Quand as-tu ri pour la dernière fois en avoir mal au ventre ? Sans doute avec mes enfants. À mon avis, c'était une bêtise à table, quelque chose qui a dû se renverser et on a failli l'engueuler. Mais finalement, c'était tellement absurde que c'est parti en fou rire à 4. Donc, ça a pris le bon côté des choses.
comment fais-tu pour trouver un équilibre entre tout ce que tu fais dans ta vie, c'est-à-dire ton job, ton média, ta famille, tes amis, et j'en passe? Ouais, c'est un peu le combat du siècle, je crois, pour tous, pour chacun d'entre nous. Mais je crois que ma solution, c'est de répartir, de diviser. Il y a des semaines où je vais être focus boulot, je vais bosser encore, même en rentrant du boulot le soir. Il y a des semaines où je me dis, là, c'est la semaine sortie avec les amis, et donc 3-4 sorties la semaine. Et puis il y a des semaines où je reste à la maison, famille, je fais à manger, je bouge pas. Donc je crois que, je sais pas, c'est un bon équilibre, mais ça, ouais, pour l'instant ça fonctionne, j'ai pas encore craqué. As-tu un talon d'Achille, et si oui, c'est lequel? Talon d'Achille, non, je suis parfait déjà. C'est facile. Non, je dirais, ce qui revient souvent, c'est bête, mais c'est ma mémoire. J'ai aucune mémoire. J'oublie tous les noms, les dates, ce que je dois faire. Donc je note tout, mais parfois j'oublie où j'ai noté. Et donc ça me joue des tours. Mais ouais, j'essaie d'apprivoiser ça. Mais cette famille, en plus, j'ai demandé à ma mère, mon père, on n'a aucune mémoire. Je sais pas. C'est génétique, en fait. C'est sans doute génétique. C'est l'excuse, voilà. du coup. C'est pas de ma faute. Facile. Alors, quelles onomatopées utiliserais-tu pour décrire une journée comme tu l'aimes? Ouf. Ouf. Oui, peut-être ça. Ouf. Ça en fait une. Ou un gros un soulagement. Ou alors c'est comme ces pubs pour les boissons un peu clichés, le petit psh, glou, glou, glou. Un truc comme ça qui relâche, qui détend. Donc on a ouf. Ouais, c'est important, ça. Pour une bonne journée, il faut une petite bière sur la fin. Et enfin, la dernière question. C'était comment ta première fois? Ma première fois en radio, j'imagine. Ben écoute, comme je disais, c'était, je crois que quand Marc nous a réunis la première fois et qu'il a demandé qui était déjà passé derrière un micro, tout le monde avait levé la main, sauf moi. Donc j'étais un petit peu intimidé, mais finalement, avec votre bienveillance et voilà, et la bonne ambiance de la tribu, ça s'était bien passé. Merci Romain. Merci beaucoup Romain. Et voilà qui clôture notre 11e émission, absolument, notre 11e rendez-vous. Si vous avez loupé nos émissions, vous savez que vous pouvez les retrouver sur Instagram en partie bvop.podcast. Est-ce que c'est juste, Madame Caroline? Tout à fait, Marc. Merci de le rappeler. Je vous en prie. Sur Facebook aussi, balancez vos ondes positives. Et puis sur Spotify, vous pouvez nous retrouver. Sur toutes, d'ailleurs, vos plateformes de podcast favorites. Vous pouvez choisir soit d'entendre l'émission BVOP dans sa totalité en cherchant sous le nom de BVOP, soit écouter chaque chronique isolément en cherchant BVOP suivi dans l'espace et le nom du chroniqueur ou de la chroniqueuse que vous avez envie de suivre. Est-ce que c'est clair? C'est clair, Marc. Allez, on vous embrasse. Et puis, n'oubliez pas, vous aussi, de votre côté, balancez vos ondes positives. À dans 15 jours. Ciao. Ciao, ciao.